nós temos, então, bom tempo para o nosso debate. Tenho 33 agora pessoas na sala da webconferência, ninguém mandou pergunta por enquanto, então a gente tem... Eu pediria a ajuda dos colegas brasileiros aqui para a gente levar o microfone. Vou tentar ser o mais justo possível na sequência das questões. Bonjour, c'est une remarque avant une question. Une remarque, c'est quand vous dites que ces démarches, ces dynamiques sont symboliques, elles sont symboliques en considérant le poids qu'elles pèsent dans l'économie aujourd'hui, mais elles vont bien au-delà d'être symboliques, dans le sens où elles font largement tache d'huile, où elles sont mises en pratique et où aujourd'hui elles se déploient, certes toujours dans ce qu'on peut considérer des niches, mais quand on prend par exemple la question des AMAP en France, il y a des déploiements qui sont relativement forts, avec justement des décloisonnements importants, et c'est ça qu'elle montre, entre l'univers agricole, l'univers de la production agricole, et un ensemble d'autres univers, et donc en transformant la gouvernance, en participant d'une transformation relativement profonde de la gouvernance du champ agricole en France, en tout cas à des échelles régionales. Ensuite, ma question va à Guy. Je vais manger votre nom de famille, je n'arrive pas à le lire d'ici. Merci, pardon. Je voulais vous poser la question de vos relations. Alors, je ne sais pas à qui je pose la question, si c'est à vous individuellement ou si c'est au collectif dont vous êtes le porte-parole, avec l'INRA. Et avec la recherche qui se fait à l'INRA et autour des questions dans le champ actuel de l'agroécologie. Puisque moi, les groupes d'agriculteurs avec lesquels je travaille en France sont dans des situations relativement distanciées par rapport aux organismes de recherche français et par rapport évidemment à l'encadrement agricole traditionnel, aux structures traditionnelles d'encadrement agricole en France. Donc je voulais vous poser cette question. Obrigado, Julian. Mais alguém? Voilà. Michel. Oui, je voudrais aussi adresser une demande à M. Kessler, puisque il évoquait une phrase que j'ai dite ce matin, comme quoi l'agroécologie n'avait pas d'histoire. Oui, alors il y a peut-être un malentendu, c'est que je ne parlais pas du bio. Alors je sais pas, je sais qu'il y a eu un débat dans un des dossiers de campagne solidaire il y a quelques mois sur ces questions-là. Donc, parce que oui, je sais bien que du point de vue bio, il y a une longue histoire en France. Alors, peut-être aussi, ça rejoint d'autres, ça pourrait être une réponse apportée par d'autres intervenants brésiliens. Est-ce qu'il n'y a pas un terme qui signifie bio, agroécologie signifierait bio au Brésil? Et chez nous, le terme agroécologie étant beaucoup plus récent, on aurait plutôt employé celui de bio. Est-ce que... Enfin, dans les deux cas, est-ce qu'il peut y avoir pas des confusions de sens, mais est-ce qu'on emploie le même terme pour les mêmes choses? Je n'ai pas bien compris ça. En fait, ça va être à peu près la même chose parce que j'ai cru me reconnaître dans l'absence d'histoire, mais je ne savais pas que c'était adressé à Michel Streit. J'ai dit ce matin, effectivement, qu'on ne parlait pas d'agroécologie dans le débat autour de l'agriculture jusqu'à la période très récente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des résistances paysannes, qu'il n'y avait pas un débat porté autour de cela, je sais, j'ai aussi écouté Claude Aubert en son temps, mais c'était là aussi extrêmement faible. Le bruit de Claude Aubert était très faible. Et donc, dans le débat vraiment autour de la question agricole, la question de l'agriculture durable monte à partir des années 90 et on s'étripe aujourd'hui de savoir qui fait de l'agriculture durable, c'est ce que j'ai dit ce matin. Et en réalité, l'agroécologie ne vient que très tardivement comme terme en tant que tel porté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des pratiques d'agroécologie sur le terrain. Aqui na frente, Stella, por favor. Oui, j'ai une question pour à la fois Roberto et Caio França. Est-ce que l'expérience au Brésil d'appui à l'agriculture familiale
ne va pas fatalement se heurter à l'étau foncier dans lequel elle reste enfermée. Et du coup, la question de l'accès aux ressources, évidemment, se pose avec acuité. Alors, je viens d'entendre dans la bouche de Roberto Nascimento que la question de la démocratisation de l'accès à la terre allait être remise sur la table au Brésil. Mais hier, Caio França nous disait que l'équilibre des forces politiques ne permettait pas aujourd'hui que cette question, celle de la réforme agraire, soit de nouveau posée au Brésil. Alors, qu'en est-il vraiment ? Jean-Paul Bio. Il y a une émission sur France Inter qui est pilotée par Philippe Bertrand et qui dure 10 minutes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter, qui rencontre de fourmillements d'initiatives au niveau local, qui montre des inventivités énormes. Et à chaque fois que je l'écoute, je vis ça comme une sorte de belle respiration par rapport à tout ce qu'on peut vivre dans l'actualité. On est à une autre échelle. Et en même temps, à chaque fois, je me dis, bon, comment les petits ruisseaux font-ils des grands fleuves ? Et j'ai parfois un peu l'impression de me dire, bon, j'ai bien envie de retrouver une belle vieille question léniniste qui s'appelait « Que faire ?» Et donc, cette question-là, j'avais envie un peu de la poser dans le sens suivant, c'est-à-dire que là, on a vu des options qui ont été prises. Il y a Guy Kessler qui dit « l'agroécologie, pour moi, c'est les petits hein ». C'est pas rien de dire ça. Hein. Les petits. Hein, ça s'adresse aux petits agriculteurs. Je ne sais pas. C'est pas bon hein ben, je suis désolé, je ne sais pas si ça vient de moi. Oui, les petits, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien lui poser la question de... il a beaucoup insisté sur la dimension sociale hein, du mouvement. Qu'est-ce qu'il attend de l'innovation technologique ? Est-ce que, et plus globalement, qu'est-ce qu'il attend de la recherche ? Lorsqu'on dit ça, est-ce qu'il y a un enjeu de recherche ou d'innovation technologique de façon à ce que ce ne soit pas simplement réservé à d'autres secteurs de l'agriculture ? J'avais une deuxième question qui était par rapport à ce qu'a proposé Marc Dufumier. Marc, c'était effectivement très intéressant. En même temps, on se dit, on est dans un cadre européen. Est-ce que ce que tu as projeté, j'allais dire, comme manière de revoir toutes les procédures de subvention et d'une certaine façon de changer complètement de cap, est-ce que nous, dans le que faire, est-ce qu'on a des marges de manœuvre concrètement ? Et ça me renvoie un petit peu à ce que j'ai ressenti de ce que disaient les Brésiliens. Certes, on a des représentants j'allais dire, du MDA, de gens qui sont en situation de gestion. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, et je peux me tromper complètement, on a le sentiment que l'environnement, le fait qu'il y ait cette dualité au Brésil en termes de gestion de l'agriculture, a l'air d'offrir plus d'opportunités, si je puis dire, pour justement opérer ce passage entre ce fourmillement d'initiatives locales et d'expérimentation locale et pour le traduire dans le politique. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est complètement un artefact lié au fait qu'on a la présence d'un certain nombre de gens ici ? Mais cette question-là, puisqu'on est en train de discuter perspective, ça me paraît être une question importante en disant, que faire ? Les cadres d'action publique ne sont pas tout à fait les mêmes. Et est-ce qu'on est dans une situation qui doit être reprise de ce point de vue-là ? Et simplement une dernière chose, lorsque, je crois que c'est Alfredo, a parlé d'arène, oui, je pense que c'est toi qui as parlé d'arène. Moi, j'ai lu récemment un travail de quelqu'un du CIRAD qui a beaucoup travaillé sur les lieux qui a analysé ces fameuses plateformes où on retrouve les industriels, les paysans, etc., sur le problème du soja, pas le problème du soja, pardon, de la palme, de l'huile de palme. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des lieux, nous on travaille sur des petits micros, etc., etc. Et puis il y a en même temps des arènes où il y a vraiment des vrais enjeux C'est-à-dire que nous, la recherche, il faut que à la fois on accompagne ce processus dont on parle et sur lequel il y a une sorte d'adhésion, une sorte de croyance, pourquoi pas, en disant c'est ça qu'il faudrait pour l'agriculture, et en même temps, il faudrait aussi ne pas oublier qu'on a des tâches en termes d'analyse qui ne vont pas nécessairement simplement vers les petits ou autres, mais qui permettent aussi
d'analyser ce qui se passe du côté de l'agrobusiness, etc. C'est-à-dire qu'on ait un petit peu une perspective un petit peu plus globalisante des problèmes. Enfin bon, moi, voilà. Bernard. Aí, com a questão do Bernard, a gente volta para a mesa e depois a gente abre de novo uma segunda rodada. Ma question se dirige vers nos collègues brésiliens. On a bien reçu l'information de l'existence de politiques spécifiquement dirigées vers l'agriculture familiale. Si on essaye d'analyser le contenu de ces politiques, je ressens, moi, la sensation qu'elles concourent toutes, elles vont toutes dans un sens qui est celui de l'insertion dans le marché de plus en plus d'agriculteurs familiaux. Le PRONAF est un exemple, c'est le marché financier, c'est l'endettement, les politiques pour l'écoulement des produits par le commerce, un commerce contrôlé par l'État. Donc, il y a là une volonté politique qui est claire. Il s'agit de faire de ces agriculteurs familiaux des acteurs de l'économie de marché. Problème, vous avez 4 millions d'exploitants familiaux, mais cet univers est extrêmement hétérogène. Vous avez, sur ces 4 millions, la moitié qui ont des moyens de production minimes. Peu de terres, peu de capital, peu de capital financier, ou pas du tout. Ils sont très loin des techniques agroécologiques, sauf s'ils sont sans le savoir des agroécologues. Donc vous avez un problème énorme. D'ailleurs, dans les rapports qui ont été donnés hier, cette question a été indirectement abordée. Quand on a parlé du PRONAF, le fameux programme de financement, il a bien été dit que c'est encore un petit nombre d'agriculteurs qui en bénéficient. Donc j'aimerais que vous me disiez si, sans le dire d'une manière donc implicite, il y a le programme de l'élimination de la moitié, les 2 tiers de ces agriculteurs familiaux par les voies qui ont été celles qui se sont appliquées chez nous dans le dernier siècle, surtout dans la deuxième moitié du XXe, ces mécanismes du marché qui font que les petits, c'est-à-dire ceux qui sont peu dotés en moyens de production, quittent la scène et vont ailleurs. Alors, la question, elle est là. Quel est le pourcentage que vous voulez sauver explicitement, si vous l'avez dit quelque part, et puis implicitement, combien vous voulez en voir liquidé par le marché? Então, voltamos aqui para a mesa. Começamos pela esquerda. Por favor. Oui, donc rapidement. Alors, on m'a dit que mes propos étaient pessimistes. Et c'est quand même vrai que c'était assez accablant ce que je vous ai raconté. Et ma crainte quand même, c'est que ça devienne vrai s'il n'y a pas des mécanismes pour réguler autrement notre agriculture que les aides à l'hectare de la politique agricole commune européenne aujourd'hui. Je conviens. Alors, pessimiste politiquement ne veut pas dire pessimiste techniquement parlant. Justement, quand on se réfère à ce qu'est... Alors, je prends la dimension scientifique de l'agroécologie, faire un usage intensif de l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire, faire un usage intensif du gaz carbonique de l'air pour fabriquer des hydrates de carbone, de l'amidon, du sucre, des lipides, faire un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines, aller chercher les éléments minéraux en sous-sol grâce à l'agroforesterie ou entre les feuillets d'argile grâce à des champignons mycorhiziens. Alors là, je vais vous dire, l'agroécologie scientifique, elle, et je vous renvoie au rapport de l'IAASTD,
ce n'est pas seulement les caprices de De Schutter ou d'autres, hein, c'est quand même des rapports d'experts qui vous montrent qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste aujourd'hui si on parvenait à faire en sorte que se développe une agriculture qui fasse un usage intensif des ressources naturelles renouvelables et qui fasse l'usage le plus économe des énergies fossiles et sans agrotoxiques. Alors là, il y a toutes les raisons d'être optimiste. Le vrai problème, et je comprends que ce soit le projet politique de la Confédération paysanne, c'est que ce type d'agriculture diversifiée, artisanale, à l'opposé de l'agriculture industrielle, ne peut être mise en œuvre que par une agriculture paysanne, à savoir une agriculture que je qualifierais volonté de familiale, mais où c'est le travailleur qui décide du choix des investissements et non pas un capitaliste, et ancrée dans son pays, c'est-à-dire une agriculture qui soit tout sauf vagabonde de génération en génération en changeant de pays, hein, mais qui au moins s'intègre dans un pays et que de génération en génération, il y a des savoir-faire, une connaissance des écosystèmes qui soient perpétués. Donc il faut arriver à ce que, me semble-t-il, en Europe, mais évidemment, je pense que la question se pose très clairement, ça nous a été dit au Brésil, la promotion d'une agriculture paysanne, garante d'une agriculture respectueuse de l'environnement, qui nous produise la bonne nourriture et autres. Alors, quelles sont les marges de manœuvre maintenant, après avoir dit que j'étais technico-optimiste, donc il faut savoir se mobiliser, quelles sont les marges de manœuvre qu'on a dans le cadre de l'Europe? Malheureusement, c'est quand même vrai, la négociation en Europe a eu lieu à un moment où quand même le ministre de l'Agriculture antérieur n'était pas du tout ouvert à l'agroécologie, tout le contraire. Le ministère de l'Agriculture était géré par le Corps général des forêts et la FNSEA, et quand le ministre Stéphane Le Foll a repris le relais, c'est vrai que c'était quand même un peu tard. On a un Parlement européen qui, je vous signale, on pensait que ce serait plus de démocratie dans la définition de la politique européenne. C'est exactement l'inverse. Le Parlement européen a revu le document de la Commission à la baisse, et il nous reste aujourd'hui, d'ici le mois de juin, à se mobiliser dans le cadre du trilogue, Commission, Conseil des ministres, Parlement européen, pour faire infléchir. Il est clair que ça n'a rien à voir avec les propositions, effectivement, que je faisais, qui étaient quand même inspirées du programme, du programme alimentaire dont on vient de parler là tout à l'heure. On aurait utilisé 1,6 milliard d'euros très progressivement de la politique agricole commune pour ravitailler toute la restauration collective en produits bio de qualité, etc. Je veux dire, les conversions en bio à proximité des grandes villes auraient été bien mieux. Et on utiliserait les autres milliards, 9 milliards moins 1,6, pour rémunérer les effets environnementaux. Vous nous mettez des haies, il y a des coccinelles, ça neutralise les pucerons, mais plus de pesticides, on vous rémunère. Vous mettez du fumier plutôt que du lisier en Bretagne, vous fabriquez de l'humus, ça entretient les sols, etc. On vous rémunère. Alors c'est pas ça. On en est à des primes à l'hectare, dont certaines seront verdies, avec des conditions qui sont uniformes pour tous les terroirs de 27 pays. Je vous dis tout de suite, c'est la catastrophe. Alors après, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'une fois que cette mauvaise politique agricole commune sera adoptée pour de 2014 à 2020, c'est de se battre en 2020 pour que cette fois on revoie complètement la copie, ne pas démissionner. C'est dans 6 ans, c'est très court, et y compris dans ce que je comprends des textes actuels, à la discrétion du ministre de l'Agriculture français, sur les 9 milliards, il y en aurait 1,2 sur lequel il aurait une pouvoir de décision, de recoupler aux protéagineux un peu les prairies permanentes à l'herbe et les protéagineux. Voilà. Ben, il faut faire pression effectivement sur notre ministre pour qu'au moins ce 1,2 milliard soit correctement employé pour promouvoir une agriculture paysanne qui elle-même pratiquera une agriculture diversifiée, diversification des rotations, des assolements et ce genre de choses. Attention, on peut aussi intervenir sur la loi d'avenir, quand même, bon, le peu d'agriculture française qui reste, donc ça c'est en cours. Malheureusement, c'est mal barré du point de vue justement des systèmes de production. Je vous cite les noms, tant pis, mais c'est quand même vrai, celui qui est chargé, la personne qui est chargée de conseiller le ministre pour préparer la partie produire autrement, c'est quand même notre ancienne présidente de l'INRA. Donc, et qui est porteuse d'idées qui ne sont pas complètement celles qu'on a développées ici. Et puis je vous signale quand même les collectivités régionales, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas réussi à faire en sorte des subventions pour la restauration collective, j'observe qu'il y a des élus, au municipal, aux conseils généraux, aux régions, qui avec les impôts locaux, avec des moyens modestes, font quand même des choses qui ressemblent. Il y a des associations comme Terre de Liens qui arrivent à faire pression sur nos élus pour que quand même on acquiert du foncier pour installer des gens comme ça. Enfin bref, pessimiste politiquement oui, mais pas démobilisé. Gilles.
Je voudrais jeter un pont en fait entre la question qui a été posée, enfin l'évocation de l'émission de Philippe Bertrand, la carnet de campagne si je ne m'abuse, et puis l'autre question portant sur le marché. Je suis aussi un fidèle auditeur de cette émission. Une chose frappante est que beaucoup de ceux qui s'expriment sont des citoyens, peu d'entre eux agriculteurs, mais beaucoup intéressés par l'alimentation, les dynamiques agricoles et autres, ce qui me semble quand même assez significatif. Deuxième élément, beaucoup de ces gens sont le vilain terme de porteurs de projets ou des gens qui ont des initiatives, alors qui certes intègrent une dimension de marché, mais veulent réinventer un autre marché. C'est-à-dire qu'ils se situent plutôt dans une dimension d'économie sociale et solidaire ou de tiers secteur. Donc certes, c'est un peu paradoxal, ces gens qui militent souvent pour plus de solidarité et autres se situent dans la perspective du marché, mais clairement aussi, en même temps, dans un autre marché. Je, par contre, partage cette inquiétude dans la mesure où, au Brésil, cette dimension donc, alternative de retournement du marché d'une certaine sorte est un petit peu étouffée par le fait qu'il y a un acheteur unique qui n'incite pas à cette créativité et à ce lien social. Alors on va s'autogérer et continuer avec les Français. Je pense que les Brésiliens pourront quand même parler après. Il y a plusieurs questions là auxquelles il me faut répondre. Dans les relations de la Confédération paysanne avec l'INRA, oui, nous avons une convention avec l'INRA. Nous n'avons pas accès au conseil d'administration, contrairement à d'autres syndicats agricoles dits majoritaires. Il se trouve que dans cette convention, il y a des sujets tabous que nous n'avons pas le droit d'aborder, notamment la question des OGM et des semences, ce qui n'empêche pas que la recherche est libre en France, et je vais vous expliquer comment, et que donc il y a... Oui, que la recherche est libre en France, et que donc il y a pas mal de chercheurs de l'INRA qui souhaitent travailler sur ces questions avec la Confédération paysanne, et notamment avec le réseau Semences paysannes que j'anime. Je pense que j'en suis à peu près à une dizaine de programmes de recherche depuis un peu moins de 10 ans. Certains ont été financés par l'Europe et ont pu aller jusqu'au bout et sont arrivés à des propositions réglementaires, d'ailleurs, sur la question des semences, qui sont en train d'être discutées aujourd'hui par la Commission européenne. D'autres sont arrivés à mettre au point des variétés, par exemple, de blé dur adaptées à l'agriculture biologique, mais qui n'ont jamais pu être inscrites au catalogue. Donc là, le blocage n'est pas sur la recherche, mais a été ensuite sur la régulation du résultat de la recherche. Il y a eu d'autres qui réussissent. On travaille sur les fourragères, on travaille sur pas mal. Il y a un programme qui a très bien réussi, mais c'est un chercheur de l'INRA qui travaille avec nous bénévolement, mais pour faire des croisements en blé tendre et refaire des populations de blé tendre à partir de croisements, mais ça, il n'y a pas de financement, il faut qu'il travaille bénévolement. Il y a une chercheuse qui a perdu sa place parce qu'elle a voulu faire à l'INRA de Versailles un travail sur l'émergence de caractères nouveaux avec des influences de lumière ou climatiques. Il semble que ce soit un sujet tabou. Elle a dû changer de boulot. Il y a une chercheuse, celle-là, qui a dû aussi changer de... Elle était à l'amélioration des plantes, elle a dû quitter l'amélioration des plantes pour pouvoir continuer à travailler. Heureusement, il y a d'autres secteurs à l'INRA qui ont bien voulu l'accueillir. Et puis, il y a quand même 2 programmes dont je veux parler. Ça fait 6 ans qu'on travaille sur les flux de gènes et les flux de pollen entre des maïs hybrides blancs et des maïs population jaune, parce qu'on ne va pas utiliser des OGM. Hein. Eh bien, depuis donc 2007, où on a commencé ce travail, il n'y a toujours rien de publié, et je pense qu'il n'y aura jamais rien de publié, parce que les résultats montrent bien que la coexistence entre ces 2 formes d'agriculture duale, celle qui exploite la biomasse et l'agriculture paysanne, semble difficile. Et il y a un autre chercheur qui récemment était quand même un des experts européens sur la coexistence, qui n'a plus le droit de travailler sur la coexistence et qui se retrouve au muséum, tout simplement parce qu'il avait accepté
un financement du ministère de l'écologie pour travailler sur la question de la coexistence avec les agricultures biologiques et les semences paysannes. Alors que le programme avait été accepté et financé, on lui a interdit de le réaliser et il a perdu son boulot. Voilà nos relations avec la recherche. J'avoue que je n'ai pas une vocation à flinguer les chercheurs et que nous sommes obligés, dans nos relations avec l'INRA, qui sont institutionnelles au sein d'une convention, mais aussi de penser à la protection de l'emploi des chercheurs qui veulent bien travailler avec nous. La deuxième chose, pour qu'on soit bien clair sur la question de l'histoire de l'agroécologie en France. L'histoire de l'agroécologie en France, c'est l'histoire d'une partie de l'agriculture biologique, pas celle qui est commerciale, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est aussi portée par une partie de la FNAB et par Nature et Progrès. C'est l'histoire de l'agriculture paysanne, telle qu'elle est définie par la charte de l'agriculture paysanne française. L'agroécologie en français, aujourd'hui, si on part du point de vue du mouvement social, pas du point de vue du scientifique qui fait de la définition de mots, du point de vue des mots que s'est donné le mouvement social, ça s'appelle l'agriculture biologique et paysanne. Nous avons commencé à parler d'agroécologie. Nous avons fait, avec la ligne d'horizon, un séminaire à Albi. Bon, l'amphi était débordé, les gens étaient assis, il y avait un peu plus de monde qu'aujourd'hui. Donc le mouvement social français est très intéressé par l'agroécologie. Mais j'avoue que c'était il y a 3 ans qu'on a fait ce séminaire. Il y avait à peu près 300 personnes et beaucoup de paysans qui cherchaient des terres d'ailleurs. Des paysans sans terre, il n'y en a pas qu'au Brésil, hein, il y en a en France, voire à Notre-Dame-des-Landes. Oui, aujourd'hui, ces jeunes, ces paysans, quand ils voient un ministre de l'Agriculture qui demande à l'ancienne présidente de l'INRA de définir l'agroécologie d'un point de vue scientifique, je préfère garder les mots qui nous appartiennent, qui s'appellent agriculture biologique et paysanne. Il y a des mouvements sociaux derrière. Aucun scientifique ne pourra définir l'agriculture paysanne sans discuter avec les mouvements sociaux. Il en est de même de l'agriculture biologique. Alors que l'agroécologie, autant j'entends mes amis du Brésil au niveau des petits paysans ou des paysans sans terre qui se sont emparés de ce mot de l'agroécologie. Et donc, les chercheurs brésiliens doivent discuter avec eux. Nous, ce n'est pas le cas. Restons prudents. Si la puissance internationale de la Via Campesina permet qu'il n'y a pas cette récupération de l'agroécologie en France, on l'emploiera. Si ça finit comme l'agriculture durable et le soja durable de Monsanto, je préfère le laisser à Monsanto et ne pas m'identifier. Je voudrais quand même dire un petit mot de plus sur les petits paysans. C'est quoi l'agriculture industrielle que nous venons de vivre avec la révolution verte française qui a commencé avec le plan Marshall? C'est une agriculture extractiviste. On a remplacé le travail du paysan par l'énergie fossile qui a servi à fabriquer des engrais, qui a servi à alimenter l'industrie chimique qui fabrique les pesticides, qui a servi au transport, qui a servi aux grands travaux d'aménagement. On a utilisé cette énergie fossile pour remplacer le travail des paysans qui sont devenus des ouvriers. Mais aujourd'hui, les chômeurs sont des paysans sans terre de 2e ou 3e génération. On ne sortira de cette agriculture extractiviste que de 2 manières. Ou bien on met 5 millions demain matin de petits paysans sur 3 millions d'hectares de maïs qui servent aujourd'hui à ne nourrir que des animaux qui polluent nos sols, qui prennent notre flotte et qui nous empoisonnent. S'ils font du jardin, s'ils font des cultures associées, ils nourriront la France avec beaucoup moins d'hectares qu'aujourd'hui et sans énergie fossile. Si par contre on fait de la biomasse pour fabriquer de l'énergie avec une agriculture industrielle, on n'aura pas assez d'hectares, on continuera à tout détruire et on maintiendra 10 millions de paysans sans terre qui s'appellent chez nous des chômeurs. Obrigado, Gui.